Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Kick Parade numéro 66. Salut Swan. Salut Rowan, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord un grand merci à tout le monde pour le succès de la vidéo précédente. On va atteindre 1000 vues, c'est incroyable. 2 fois de suite en plus. On n'arrête plus Kick Parade. Je pense qu'on va démarrer tout de suite le top 10. Oui, parce qu'il y a du boulot cette Il y semaine. a du boulot. Allez, en 10e position, c'est Encyclopédia. C'est une entrée. Il en est à 160 000 euros, 2364 contributeurs. À noter qu'il y a une page française. Donc on vous mettra le lien de la page française, parce que le jeu est en français aussi. Et donc dans ce jeu, vous allez incarner le comte de Buffon, n'est-ce pas ? Qui est considéré comme l'élève de Darwin. Ouais, le prédécesseur, ils emploient dans la campagne Oui, c'est le française. prédécesseur, et c'est pas l'élève, c'est le contraire, c'est le prédécesseur. Donc vous allez voyager et essayer de comptabiliser les espèces, de découvrir de nouvelles espèces, de les répertorier pour gagner des points de victoire. Et ça ressemble évidemment terriblement au jeu Darwin's Journey qui était sur Kickstarter l'année dernière, en plus simple, j'ai l'impression, en plus accessible, on va dire. Vous allez passer par l'université, la banque, vous allez financer vos explorations, vous allez écrire des papiers pour les vendre à l'université, ça va vous donner des points de victoire. Donc c'est pas des mécaniques ultra révolutionnaires, mais en tout cas c'est du jeu qui fonctionne dans son genre, avec je trouve une direction artistique qui est assez soignée, qui est pas, c'est pareil, pas hyper original, mais qui est assez soignée. Bah, c'est vrai qu'il souffre un peu quand même de la comparaison, je trouve, avec Darwin's Journey, mais il y a ce côté accessible qui en fait presque un préquel. C'est ça. Un peu comme dans la vraie vie finalement, Oui. puisque on est le prédécesseur, donc on va dire qu'on est au balbutiement de la recherche encyclopédique autour des espèces, et là du coup il va falloir avancer de plus en plus, et puis une fois que vous maîtrisez ce jeu-là, vous pouvez passer sur Darwin's Journey qui lui était beaucoup plus conséquent en termes de jeu, en termes de mécanique. Ouais, Mais c'était plus costaud. Ouais. voilà, c'est on va dire une alternative qui est pour moi quand même intéressante. Ouais, non, mais moi je trouve que le jeu a l'air agréable. C'est marrant parce qu'il y a une mini extension où tu peux trouver des animaux fantastiques. Tu peux faire de la, comment ça s'appelle déjà, de la cryptozoologie, c'est ça ? C'est ça, cryptozoologie. Où tu peux trouver le Yeti, enfin il y a tout un tas de bestioles, donc c'est une mini extension. Hein. Et je trouve que c'est plutôt une bonne idée quoi, quand tu veux un petit peu faire un pas de côté sur la réalité. Sachant qu'il me semble en plus que dans l'encyclopédie du conte de Buffon, il y avait eu aussi des animaux qui étaient répertoriés mais qui l'étaient mal, faute de renseignements à l'époque, etc. Donc ça donnait des trucs un peu extravagants. Voilà, c'est ça. Et il y a aussi des cartes promo, je crois, qui sont proposées pour le Kickstarter, qui vont concerner tout ce qui est du domaine du fossile aussi. Voilà, encore une fois, c'est un sujet qui est on va dire, qui est bien mené et qui est une véritable plus-value sur le gameplay. Voilà, c'est un jeu français apparemment, ils viennent de Nancy. Bon les gars, faut nous envoyer les protos là, les éditeurs français. Hein. Nous on serait ravis de faire des reviews pour vos jeux en France, il n'y a pas de problème. Surtout celui-là, franchement j'aurais bien aimé y jouer avant de faire Kick Parade. Donc voilà, c'est un appel. Allez, on passe à la 9e position, c'est une entrée également, Darkest Doom. C'est un premier projet, ça vient d'Italie, c'est un jeu de plateau avec plein de figurines. Nous sommes dans un monde inspiré de l'Europe du XVIIe siècle, sauf que ce sont des animaux à la place d'humains. Notre monde a été envahi par les ténèbres à cause d'une espèce de demi-dieu ou de dieu des ténèbres qui a été emprisonné, on a réussi à l'emprisonner, qui a été gardé par une prêtresse, et la prêtresse s'est fait corrompre, et du coup il s'est échappé, et il est en train de répandre les ténèbres sur notre vaste monde. Nous sommes en compétition, mais en même temps on combat un ennemi commun. Moi, là où ça me pose un problème, c'est que c'est quand même marqué Competitive Strategy RPG Game, Role-Playing Game, jeu de rôle. J'ai toujours pas compris où était le jeu de rôle dans ce jeu, donc je trouve que là il y a un petit peu mensonge sur la marchandise. Après, c'est ce qui super grave. Dernièrement de soft RPG, c'est-à-dire qu'en gros on a un personnage qu'on va pouvoir qui va avoir des compétences qui va se débloquer au fur et à mesure de la partie. Ça leur sert juste d'argument. Mais c'est pas propre au jeu de plateau, c'est un nouveau terme qu'on découvre un peu partout. Mais je suis un peu d'accord avec toi, je trouve d'un côté ça un peu futile, je trouve que ça alourdit un peu le gameplay, parce que bon, il y a quand même de la conquête de territoire, enfin il y a plusieurs manières de gagner en fait dans ce jeu. Il y a aussi 5 je crois. Je crois, oui c'est ça, la conquête de territoire, soit faut purifier la prêtresse, soit faut réussir à décorrompre des entités, soit faut réussir à pactiser, enfin il y a plusieurs manières de remporter la partie, ce qui fait déjà un jeu qui est déjà assez conséquent, sachant qu'en plus il y a ce côté question de quand est-ce qu'on team up, quand est-ce qu'on se fait des petits coups de Trafalgar. Donc forcément, plus on rajoute d'éléments, faut vraiment que ce soit vraiment bien maîtrisé, que ça s'implémente bien au gameplay. Et je suis un peu d'accord avec toi, je trouve que le jeu, alors il est beau, l'univers est cool,
mais il a l'air d'être un peu lourd. Ouais. Et je trouve que ça se sent même dans le plateau de jeu. Alors c'est peut-être effet vidéo, photo, etc. Mais je le trouve beau, il n'y a pas de problème, le design est très joli, mais difficilement lisible en Oui, fait. c'est pas super lisible. En tout cas, il en est à 295 000 euros, 2415 contributeurs. Il reste 10 jours. On peut dire que c'est quand même un pari réussi, parce que le jeu il est arrivé il y a 24 heures, c'est un premier projet. 8ème position, c'est Jurassic World, The Legacy of Isla Nublar, qui a gagné 2 places cette semaine, donc c'est le jeu de Prospero Hall. Prospero Hall, c'est un collectif d'auteurs, ils sont assez connus pour avoir fait des adaptations de films en jeu, notamment à Jaws de Steven Spielberg, tiens, Shining, ils ont fait je crois les Goonies il n'y a pas très longtemps, je crois que ça n'a pas été une grande réussite. Et donc là, je crois que c'est la première fois qu'il passe par Kickstarter. Là, il passe par Kickstarter pour ce Jurassic World qui est, bon, on en a parlé beaucoup la semaine dernière, donc on va pas revenir dessus, qui est une espèce de jeu legacy et de survie. Où vous allez, dans un premier temps, construire votre parc et dans un deuxième temps, essayer de survivre aux dinosaures qui s'y échappent. Alors, je crois que la grosse news de la semaine, c'est qu'ils vont vous proposer des figurines de dinosaures en ambre. Alors, je sais pas si c'est de la vraie ambre. Je pense pas, mais surtout qu'en plus ils le mettent entre guillemets, donc Voilà, c'est ça. 7ème place, Fire in the Hole. Donc c'est le jeu de pirate très familial. Alors pour moi c'est une vraie surprise. Je pensais pas qu'il marcherait autant. Il en est à 161 000 euros, 3528 contributeurs. Il reste 9 jours. Donc c'est ce jeu où vous allez jeter des petites billes dans un bateau pirate pop-up. C'est très très simple, mais ça marche très bien. Alors je sais pas si c'est le côté pirate, le côté adresse. Voilà, je sais pas pourquoi ça a matché comme ça. Bah, en fait, je pense qu'il y a aussi... bon, déjà, le prix d'entrée est pas excessivement cher. C'est vrai. Donc ça, déjà, ça aide. Et puis, je pense qu'il y a aussi beaucoup de joueurs qui, aujourd'hui, sont un peu parents aussi. Et que c'est un jeu qui est très familial, pour le coup, mais familial jeunes enfants. Donc je pense qu'il y a un peu ce côté-là aussi, dire... bon, la plupart de l'année, je m'achète des jeux à 300 balles que je peux pas sortir parce que j'ai pas le temps. Et puis bah là, on a un petit jeu qui permet de faire jouer tout le monde autour de la table. Et je trouve que ça peut expliquer aussi le succès parce que finalement, je trouve que sur Kickstarter, ce style de jeu très familial, il y en a pas tant que ça finalement. En plus, il te donne des règles pour le transformer en jeu à boire. Donc si vous avez pas d'enfant, si vous voulez coucher votre enfant plus vite, tu mets des shots dans les cases où normalement tu mets les billes. 6ème place, c'est Day by Daylight. C'est une entrée 372 000 euros, 4370 contributeurs. Il n'en est qu'au début, il reste 20 jours. Alors c'est un jeu d'horreur, d'épouvante. Voilà, vous allez incarner soit des survivants qui vont être poursuivis par des tueurs abominables, ou incarner le tueur. Donc voilà, on est dans du jeu d'épouvante, du slasher, c'est du slasher. Là, ils sont défoulés sur le graphisme des méchants. Il y a tout un tas de tueurs à l'aspect totalement baroque. Je trouve que moi c'est le plateau qui me pose problème moi sur ce jeu. Le plateau de jeu, je le trouve, mais alors je trouve déjà pas très beau, et en plus je trouve très scolaire, c'est-à-dire qu'ils te font une espèce de scénographie, tu vois, un peu crado, très dark, à la limite t'es presque dans un clip de Rob Zombie, tu vois. Et tu vois ce plateau-là, c'est très scolaire, il n'y a rien qui dépasse, donc je trouve qu'il y a un paradoxe là qui est un peu bizarre, voilà. Et puis, vas-y, je t'en prie, vas-y. Parce que je sais que tu vas je vais me répéter, mais c'est un jeu tiré d'un jeu vidéo que j'ai testé, et je suis sceptique sur l'adaptation qui en est faite. Parce que l'avantage du jeu, l'élément essentiel du jeu, c'est qu'en fait c'est un cache-cache. T'as des joueurs qui vont incarner des survivants, qui eux peuvent échanger entre eux par le biais de radio, et puis ils doivent réparer différents générateurs pour ouvrir une porte et s'enfuir du lieu dans lequel ils sont pourchassés. Et l'autre va incarner le tueur, et puis il va devoir essayer de débusquer ces gens-là. C'est ça. Donc lui, il n'entend pas les conversations, etc. Donc les tueurs ont des pouvoirs, etc. Il y avait même des partenariats qui ont été faits, parce que du coup tu pouvais jouer avec Laserface, tu pouvais jouer avec Ghostface, tu pouvais jouer avec les Cenobites, enfin voilà, t'avais tout un truc de cet univers-là. Et l'objectif, c'était que tu ne tuais pas les gens de suite, tu les accrochais parce qu'il y avait la possibilité que les autres les libèrent, en fait. Mais du coup, c'était du temps perdu, donc tu pouvais tendre des pièges, il y avait tout ce côté, jeu de cache-cache. Là, techniquement, c'est beaucoup plus difficile de retranscrire ça dans le jeu, dans le sens où, tu vois où sont les personnages, mais en plus, tu entends les conversations autour de la table. Donc du coup, on perd, selon moi, ce qui faisait l'essence même de ce jeu-là. Donc
Après, pourquoi pas utiliser le même univers pour proposer autre chose? C'est souvent ce que je réclame Bah, c'est dans ça, les ouais, jeux ils auraient plateau dû faire, inspirés d'un jeu vidéo. changer le gameplay, quoi. Voilà, mais le problème, c'est que changer pour ressembler à ça, je suis pas forcément convaincu que c'était vraiment pertinent, que c'était vraiment un univers qui se prêtait en fait à ce style de jeu. Après, je me trompe peut-être, c'est peut-être une autre alternative, mais bon, voilà, je trouve il a des tares différentes des adaptations des autres jeux parce qu'il essaye quand même de proposer dans son essence quelque chose de différent, mais qui, selon moi, Enfin, c'était pas pour moi la bonne solution, c'était pas forcément la bonne approche de cet univers-là. Et puis il y a les fameux crochets qui en figurines, mais qui ne sont que dans la version Deluxe. Alors j'imagine que quand tu veux pledger ce jeu, tu veux ta figurine de crochet. C'est-à-dire, vu Mm. que c'est un élément hyper important du jeu, donc t'es un petit peu condamné à prendre la version Deluxe, quoi. Qui est quand C'est même, vrai. qui est quand même 2 fois plus cher. Qui est à 99 $ au lieu de 49. Donc voilà, bon, il aurait peut-être pu mettre un petit crochet quand même, sympathique pour la version de base. Non, mais il y a un autre jeu qui était un peu dans le même style que moi j'ai pledgé à Noël dernier, qui s'appelle Final Girls. Bah, tu vois, je préfère avoir pledgé Final Girls, je pense que ça va être plus sympa. Même si c'est un jeu purement solo, donc là c'est pas pareil, parce que là c'est justement, plus on est, plus c'est rigolo, mais ouais, je sais pas, je le sens pas trop. Moi c'est surtout le fonctionnement du jeu, j'ai pas l'impression que ça marche super bien, mais bon, c'est une impression, hein, évidemment, comme Mm. toujours. Bien sûr. Allez, on passe à la 5e place, Sorcery, qui gagne 2 places d'ailleurs. Sorcery, donc c'est une espèce de jeu à la Magic, c'est un combat de sorciers qui atteint la somme astronomique de 2 620 000 € pour 4 661 contributeurs. Ce sont les derniers jours, ça arrête ce week-end. C'est un chiffre absolument... en contributeurs, c'est un bon chiffre déjà, enfin même c'est même un gros chiffre. En termes d'euros, c'est monstrueux. Moi, je l'avais expliqué sur le fait qu'il y a énormément de boutiques qui font leur stock, parce que tu peux pas l'acheter apparemment via un distributeur ou via autre chose. Tu l'achètes directement sur le Kickstarter. Donc voilà, les boutiques se fournissent directement sur la page, donc forcément ça fait gonfler le chiffre parce qu'ils prennent pas mal de boîtes, quoi. Mais bon, ça reste quand même assez impressionnant. 4e place, c'est Tidal Blade numéro 2, qui a gagné 2 places cette semaine. Il en est à 552 000 €. Il a passé le cap des 500 000 et il a passé aussi le cap des 5000 contributeurs. Et il reste une petite semaine. Et moi, ça fait plusieurs fois que je regarde la page et je me dis, c'est pas possible, il faut qu'un éditeur français s'empare du truc, quoi. Ce jeu est trop magnifique. Il est magnifique. Il y a ce monde est absolument génial. Le jeu a l'air tellement super. C'est une espèce d'histoire de peluche encore plus foisonnant. Moi, je suis fan. Je suis fan absolu. Alors moi, j'ai pas de problème avec l'anglais, mais j'avoue que un jeu qui est très long, tout en anglais, c'est un peu fatigant. T'es obligé de plus se concentrer sur les trucs. Surtout qu'il y a beaucoup de petites règles selon le tableau, ce qui est normal pour ce genre de jeu, hein. Et donc j'ai un peu la flemme en fait. Voilà. Et si un éditeur français pouvait nous annoncer qu'il va localiser ce jeu en VF, ça serait vraiment une super nouvelle, parce que qu'est-ce que ça a l'air bien. Enfin, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais franchement, je trouve ça mortel, quoi. Je trouve ça magnifique. Je suis complètement d'accord, et puis en plus tu sens que la campagne elle est vivante. Là ils ont proposé via BGG la possibilité de mettre en avant le côté participatif, avec la possibilité de créer des éléments, d'échanger avec les créateurs pour le nouveau palier à débloquer, qui va être à la fois utilisé dans le jeu de base mais aussi dans le jeu de rôle, en fait, pour créer le lore, en fait, de certaines créatures. Et je trouve que voilà, la campagne elle est dynamique, elle fonctionne bien, elle est interactive, le jeu est beau, le matériel il évolue non pas en fonction des budgets développés, mais en fonction de l'avancement de la campagne de manière générale, avec il dévoile ça jour par jour. Donc ça veut dire que tu sens que tout est bien calibré, tout est bien chiffré, qui présente des éléments différents, mais il se contente pas de juste nous présenter des éléments, puisqu'il y a cet aspect participatif qui fait que voilà, il y a des éléments qui sont amenés à évoluer avec un partage des joueurs, etc. Donc je trouve qu'on est sur une alternative au modèle habituel qui mérite le respect. Avant de passer aux 3 premiers, on va vous parler des nouveautés de la semaine, enfin une sélection des nouveautés de la semaine. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si cette émission vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner au Troll Savant, et puis commentez les campagnes qui vous plaisent dans cette émission, puis qui vous plaisent pas aussi, hein, d'ailleurs. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pledgé, ça nous fera plaisir.
On va commencer par les jeux de cartes. Justement, on en parlait parce qu'il y avait Sorcery dans le top 10. On a dit que c'était la grande mode. Et ben ça se vérifie avec les nouveautés, hein. On a 2 jeux. Alors il y en a un qui était sorti la semaine dernière, mais on n'en avait pas parlé. On va en parler tout de suite d'ailleurs. C'est Mercurial, qu'on est à 114 000 € et quasiment 2000 contributeurs. Mais il reste beaucoup de jours, donc c'est pas très grave si on l'a loupé d'une semaine. C'est voilà. Mercurial, combat de mages dans un monde de jeux de cartes. Il y a aussi un peu de dés aussi, hein. Il y a un peu de dés, il y a aussi du placement, il y a des ressources à récupérer. Voilà, il y a un côté, on va dire, gestion du plateau qui est un peu plus conséquente. Le problème, c'est ce qu'on se disait en off avant l'émission, c'est que les combats de match, quoi. Sérieusement, enfin, je veux dire, il y a, Ouais. bon, en plus d'avoir des mécaniques de jeu assez proches, alors bon, voilà, là, ils apportent 2-3 éléments supplémentaires qui permettent de de proposer un peu de différence. Mais je veux dire, les combats de match, c'est bon, ça fait 20 ans qu'on a dit que bon, il y a moyen Oui. de trouver dans le jeu de cartes des éléments peut-être un peu plus, on va dire, originaux. Tu devrais être content avec le projet suivant du coup, puisque comment ça s'appelle Ça s'appelle Feralis Obscure Land. Parce que là, c'est pas un combat de mage, ça c'est un combat de monstres. Ah, Donc c'est sur le même principe, hein. C'est de la carte avec des dés, mais vous allez faire affronter des monstres peu ragoûtants, voilà, face à votre adversaire. Donc il y a un design, un parti pris qu'on aime ou qu'on n'aime pas le design, mais en tout cas il y a un vrai parti pris sur le graphisme, avec beaucoup de strum, beaucoup de variétés de monstres. Donc ça me plaît un peu plus, avec la possibilité de retourner ta carte pour quand t'as ton monstre augmenté un petit peu, hein. C'est pareil, on a vu cette mécanique plusieurs fois dans les semaines passées. Vous pouvez transformer votre monstre pour qu'il soit plus puissant. Et donc voilà, le jeu il en est déjà à 50 000 €, 573 contributeurs, il reste une vingtaine de jours. Il y a une VF. mais ce que j'aime bien aussi dans celui-ci par rapport aux autres, c'est qu'on a quand même on va dire un design de monstre avec des dessins qui sont très détaillés, etc. Mais à côté de ça, ils ont choisi un design extrêmement épuré, tous les éléments autour. Oui. Avec un code couleur très simple, un peu le parti pris qui avait été fait dans la nouvelle version de Claustrophobia. Ouais. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose, en termes d'ergonomie et de lisibilité, qui est vraiment avantageux. J'ai l'impression que c'est de la taille tarot, hein, d'ailleurs, hein, au niveau des cartes, hein. Ah, c'est vrai que ça ressemble. Oui, C'est vrai que maintenant que tu dis, c'est de la vrai que ça carte de ressemble. tarot, ouais. Pour le coup, ils apportent une vraie nouveauté au style. Tu vois, et toi qui te plaignais toujours que ce genre de jeu, il sortait jamais du schéma Magic. Là, je trouve C'est vrai. que ça ressemble pas à du Magic sur la carte, quoi. Je suis d'accord. Et puis, ils ont pensé à un truc qui est très con, mais c'est ces standees pour cartes. Oui. Parce qu'il y a des jeux Oui, comme oui. ça, où tu te dis, en vrai, ça manque d'avoir des petits standees pour fixer tes cartes, parce qu'en fait, à la fin, pour lisibilité, parce que t'as des armures, des machins, des trucs, c'est plus du tout lisible, t'as des cartes qui s'empilent, des fois t'oublies qu'il y a des effets de terrain, et le fait d'avoir ces standees, ça permet de mettre en avant des éléments qui sont peut-être un peu plus événementiels, un peu plus auxquels il faut penser, et voilà, ça c'est bien. Ça, Le petit détail qui change tout. Tiens, si on parlait de Rove Expansion Collector. Oui, c'est un peu un habitué de l'émission, C'est ça. Jason Tegmaier. C'est un abonné de Parade. Tous les 2 mois à peu près. Donc vous savez, c'est ces petits jeux qui tiennent dans la main avec un gameplay très simple, souvent orienté solo. Donc là, voilà, c'est sa nouvelle proposition, un petit jeu de cartes qui s'approche un peu du puzzle. Alors en fonction il y a plusieurs extensions, donc en fonction des jeux que vous allez faire, vous n'allez pas devoir répondre aux mêmes objectifs. Mais voilà, vous allez devoir remplir des cartes pour aller placer, pour essayer de remplir vos objectifs. C'est du petit jeu à emmener en voyage, le petit truc qui s'installe simplement quand vous êtes dans le train, que vous vous ennuyez. Et donc Rove, ça s'appelle Rove parce que c'est un rover sur Mars. Ça se passe sur Mars. Exactement. C'est vrai que j'ai oublié de préciser. On parle de la page française de Seas of Havoc, le jeu de pirate qui avait cartonné sur Kickstarter il y a un petit mois. Et qui va être proposé en version française par Boom Boom Games. Donc Boom Boom Games, ils ont un parti pris qui est assez différent de ce qui se fait habituellement. C'est-à-dire qu'ils attendent que le financement participatif soit terminé et ensuite ils en proposent un autre. Donc là, ce sera sur Game on Tabletop. Ils avaient fait ça pour Set a Watch à l'époque. Donc ils réitèrent l'expérience avec Seas of Havoc. Donc ils vous proposent le jeu, toutes les expansions qui ont été débloquées lors de la campagne Kickstarter. Mais j'ai l'impression que cette fois-ci, quand on voit le succès, l'engouement qu'avait eu ce jeu sur Kickstarter, alors soit c'est que le public français ne répond pas, soit c'est que les gens ont pas, ils ont mal communiqué. Il n'y a pas eu l'info, tout simplement. Tout simplement, parce que là on en est qu'à 25 contributeurs
Ouais, c'est maigre. Bon, il en faut que 100 hein, pour que le jeu soit proposé en français, sachant qu'en plus, ils vont faire exactement ce qu'ils avaient fait à l'époque sur Set Watch, à savoir que le jeu français risque d'être plus complet que le jeu anglais, parce qu'ils vont pas proposer de stretch goal, mais ils ont prévu une petite surprise, d'après l'éditeur, quand l'objectif sera rempli, avec peut-être un petit élément cosmétique en plus, qu'il n'y aura pas dans la version original. Donc moi je sais que c'était un jeu qui m'avait fait de l'œil. Ouais, je trouve ça dommage que le public français ait pas rendez-vous, donc j'espère que c'est vraiment un problème de communication. On vous avait bien précisé, ne pledgez pas la version anglaise, la version française va arriver par un autre biais, donc la voici. Allez, je parle vite fait de 2 jeux d'arène. Donc il y a Riot Quest, tout d'abord, dans lequel vous allez vous affronter pour prendre des richesses sur un plateau très moche. Tu me l'as bien vendu. Tu vois. Après, c'est des figurines très cartoon qui sont assez dynamiques. Hein. Elles sont pas mal réussies. Mais alors, le plateau, c'est pas beau. Puis la page est, je trouvais, très bordélique, de très mauvais goût. Mais bon, après, si vous aimez les jeux d'arène, quand on est passionné, hein, je ne sais pas. Et vous en avez un deuxième qui s'appelle Slash and Spells. C'est pareil, je trouve pas ça très joli. Ouais, c'est pas très joli non plus. Alors là, c'est pas de figurines, c'est des standees. Donc dans les deux cas, vous allez constituer vos équipes. Dans le premier, vous pouvez mettre de l'équipement. Dans le deuxième, je suis pas sûr, mais bon voilà. En tout cas, c'est exactement les mêmes principes. Vous constituez vos équipes et vous vous foutez sur la tronche avec votre adversaire. Je le fais vite fait parce qu'on connaît ce genre de truc par cœur. Est-ce qu'on passe sur GameFound ou on reste sur Kickstarter? Moi je peux faire un petit détour par GameFound, donc Ok. c'est un petit virage, on vous ramène sur Un petit virage pour un jeu assez étonnant. Pour un jeu assez étonnant, il s'agit de Nightmare Cathedral. Donc, c'est un jeu qui se base sur les peintures d'un artiste polonais qui s'appelle Beksinski, qui a été un peu remis au goût du jour ces derniers temps parce qu'en fait, ces illustrations ont été utilisées par l'éditeur Nemos pour les rééditions et les retraductions de Lovecraft, mais aussi de Clark Aston Smith. Ils les ont réédités dans des éditions qui sont magnifiques. Ils avaient réutilisé en fait cet univers de Beksinski qui est très orienté contrée du rêve dans son style. Donc l'auteur lui-même disait qu'il voulait pas qu'on cherche à surinterpréter même qu'on cherche à interpréter ses peintures. Hein. C'est quelqu'un qui était assez discret, mais qui a des peintures qui sont assez oniriques et épouvantables, on va dire. Ouais. Moi, ça me rappelle pas mal Giger. Hein. Il y a effectivement des connivences avec un côté plus orienté effectivement fantasy, fantasy onirique que côté mécanique purulente de Giger. Moi, c'est un artiste que je vous en doutez qui me touche énormément, c'est probablement l'un de mes artistes préférés. D'ailleurs, petit aparté très très rapidement, il y a le camarade Alt236, il y a une chaîne YouTube qui a fait une super vidéo sur tout le travail de Beksinski, je vous recommande la vidéo, on vous la mettra en lien, c'est ultra intéressant, et il commence à parler de cette idée de cartographier les rêves de l'auteur par le biais de ses peintures et des ressemblances qu'on peut y trouver, et c'est un peu le parti pris de ce jeu. C'est ça. Voilà, vous allez devoir faire du placement d'ouvriers, de la conquête de territoire, dans le monde onirique cartographié de l'artiste, avec des figurines inspirées de ses peintures. Donc complètement dingue. Complètement dingue. Alors, ce que je trouve intéressant, effectivement, là-dedans, c'est ça fait plaisir de voir un peu des artistes peintres mis en avant dans le jeu de plateau. Parce que finalement, il y a quand même beaucoup d'illustrations, donc c'est vraiment plaisant de voir ce style-là. Le problème, c'est que je trouve que leur proposition est pas terrible. Le plateau de jeu, je trouve que déjà ils ont pas forcément choisi, c'est purement personnel, mais ils ont pas forcément choisi les peintures qui selon moi me parlent le plus. Je trouve que cette idée de petites bulles avec des traits, etc., ça rend étrangement le plateau assez vide. C'est parce qu'on va se balader de cauchemar en cauchemar en fait, c'est ça le truc. Hein. C'est un peu ça, et il va falloir fabriquer des citadelles, développer ses ouvriers, et puis voilà. Oui, c'est un vrai jeu de territoire, mais dans les cauchemars en fait. C'est ça. Et au centre va se bâtir donc cette cathédrale cauchemardesque. Qui est la couverture du jeu. Qui a une des peintures les plus emblématiques de cet auteur, je pense. Hein. Notamment qui était utilisé là sur... je crois que c'était pour Clark Aston Smith. Je crois qu'ils avaient utilisé cette peinture. Alors pareil, au niveau des figurines, elles sont dérangeantes, je trouve que c'est super intéressant, mais pareil, je trouve qu'il y a des créatures dans son univers qui se prêtaient un peu plus à de l'adaptation en figurines. Là, je trouve que finalement, ça met en avant des éléments qu'on n'avait pas forcément envie de voir l'envers, en fait, notamment cette espèce de tête cauchemardesque qui sort de la brume, et l'intérêt du tableau est sur cette espèce d'inquiétante étrangeté de cette peinture-là. À partir du moment où on la modélise en 3D, je trouve que ça perd un peu de sa substance, ça perd un peu de sa superbe. Bon, après, voilà. Je trouve pas ça
ultra bien sculpté. Même la Non plus. cathédrale, tu vois, je trouve ça Ouais. déceptif parce que tu vois la couverture du jeu, tu fais waouh, alors cette cathédrale-là en figurine, ça va être dingue. Et en fait, mais je pense que c'est très difficile vu la nature des peintures. Il y a tellement de détails. Ça, c'est que des trucs filandreux avec des petits trous, des petites alcôves. Les figurines, c'est pareil. T'as tout un tas d'ossements. C'est très difficile à sculpter. Mais après, est-ce que ça aurait pas pu être mieux? Je pense qu'il y a des éditeurs qui auraient mieux fait quand même, hein. Je pense que Mm. si Awaken Realms, par exemple, ou Mythic Games s'était emparé du truc, je pense que ça aurait été un peu plus joli. C'est dommage parce Ouais, moi, je... que les créations originales sont géniales. Et c'est vrai Mm. que c'est un peu. Enfin, j'imagine pour toi, c'est avoir ces trucs-là en figurine, c'est un peu une espèce de fantasme. Bah, Et. ça l'aurait été, mais là, j'avoue que le jeu me fait pas ni envie en termes de gameplay, ni envie en termes de proposition. J'avoue que c'est un peu, enfin, pour l'entendre à voix, c'est un peu une déception. Voilà. On va revenir sur Kickstarter. Alors, il y a. Alors, le premier, c'est un placement d'ouvriers. C'est Edge of Rome. On en avait parlé dans l'émission spéciale 2022 du début d'année. C'est un jeu dans lequel vous allez incarner un des prétendants à l'Empire romain. Nous sommes en 44 avant Jésus-Christ. César vient d'être assassiné et c'est le fameux triumvirat, il me semble, lequel l'Empire est partagé et il va falloir se battre pour être le calife à la place du calife en fait. Et donc dans ce jeu, eh ben, vous allez construire Rome, vous allez asseoir votre pouvoir économique, politique et militaire dans les provinces de Rome. Et le jeu est très original parce que le plateau central est composé d'un cercle qui tourne. Et donc vous allez pouvoir faire les actions uniquement sur on va dire, le partie du cercle qui est devant vous. Et donc vous allez avoir des cartes événements au début du tour qui vont faire tourner ce cercle. Et donc selon la partie du cercle qui est devant vous, il y a différentes actions parce que c'est une province différente. Donc je trouve ça super intéressant. J'avais déjà souligné l'aspect graphique du jeu, je trouve que c'est vraiment réussi, quoi. C'est hyper clair, je trouve ça hyper lisible. Ouais, je suis Et en même d'accord. temps, c'est très joli. Bah, il y a un aspect un peu BD franco-belge, hein, quelque part. Et alors, le petit coup de génie, c'est que tu peux construire tes bâtiments et les améliorer. Ça, Ouais. c'est déjà vu. Sauf que là, ils mettent ça sur des espèces de tokens transparents. Il y a juste l'illustration du bâtiment et tout le tour est transparent. Et tu mets, pour l'améliorer, la pièce suivante, le token transparent avec le bâtiment qui est un peu transformé, tu le mets dessus. Et comme c'est transparent, ça laisse, tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est une super idée d'éditeur en fait, quoi. Enfin voilà, il y a plein de bonnes idées. Vous pouvez l'essayer sur Tabletop Simulator. Vous pouvez aussi construire un panthéon, donc vous avez le côté monument, vous avez le côté économique, vous avez le côté aussi tactique militaire, un peu comme dans Dune Imperium. Donc c'est vraiment un jeu complet sur Rome. Et pourtant, c'est un truc qui a été vu et revu, hein. Je veux dire, la construction de Rome, l'Empire romain, tu vois, quasiment tous les 2 mois, il y en a un. Et là, je trouve que c'est particulièrement réussi, quoi. Et je trouve qu'il n'a pas le succès qu'il mérite, ce jeu. Il en est à 46 000 euros, 655 contributeurs. C'est une campagne assez courte, il reste 15 jours. Moi, je suis plutôt étonné et même déçu pour eux parce que je trouve qu'il y a voilà, il y a un vrai travail, là. On sent qu'il y a un vrai travail sur ce jeu. Et voilà, je trouve que c'est pas récompensé pour l'instant. Ça va peut-être changer. Pour l'instant, après, voilà, il reste 15 jours, et là, il y avait des gros jeux, mais c'est des gros jeux aussi qui quittent le classement, Ouais. qu'avec un peu de chance, ça va remettre en lumière ce genre de petits projets. Enfin, Et enfin, sur Kickstarter, on va aller rapidement sur Chronopia, qui est un pur jeu de figurines, hein. C'est pas du tout un jeu de société. Alors apparemment, c'était un jeu d'escarmouche qui était très connu en Allemagne. Moi, j'en ai jamais entendu parler. Alors peut-être les gros connaisseurs de jeux de figurines vont me dire, mais si, bien sûr. Bon, en tout cas, si vous connaissez, n'hésitez pas à nous dire des infos dessus. Et qui revient donc par le biais de vendeurs. C'est des gens qui vendaient ce jeu dans les boutiques, qui se sont regroupés pour se dire tiens, on va le ressusciter. Et donc voilà, Chronopia revient. Donc vous pouvez faire de l'escarmouche ou de la grosse bataille rangée. Ça rappelle un petit peu Conquest que j'ai essayé il n'y a pas si longtemps, que j'ai trouvé ça très bien d'ailleurs. Moi, le problème, c'est que je trouve les figurines absolument abominables. Je trouve que c'est super laid. Voilà. Pourtant, ils y vont à don sur les figurines. Tu peux prendre tout un tas de trucs. Parce que comme c'est un vrai jeu de figurines, tu vois, tu peux prendre tout un tas de boîtes. Voilà, tu peux dépenser ton salaire du mois, hein. plus même. T'as Moi, je dis, c'est ça dépend des salaires. Non, t'as même une Voilà, contribution à 3500 euros, quoi, tu vois. voilà, Donc, c'est ça.
Il n'en reste Ça plus. commence à être un bon salaire, hein. Alors, pour leur défense, ils ont utilisé un procédé de plastique spécial qui est apparemment plus écologique, qui est non toxique et qui est 100% réutilisable. Donc voilà, et donc ils te mettent un tableau avec un comparatif sur tous les le métal, le plastique, la résine, etc. pour te dire que ils ont utilisé le truc le plus écologique possible. Peut-être que c'est pour ça que les figurines sont pas hyper détaillées. J'ai bien peur quand même que le fan de jeux de figurines, bah, il aime les figurines, quoi. Donc je trouve que c'est pas à la hauteur de la concurrence, hein, que je parle même pas de Games Workshop, mais de Conquest, t'as du jeu de figurines. Bon, ouais, je trouve pas ça super excitant, mais enfin en tout cas, ça valait le coup de dire parce que c'est pas tous les jours qu'il y a un gros jeu de figurines qui tente sa chance. Donc voilà. C'est vrai. Et il y a un solo mode, ça qui est assez rigolo. Tu peux jouer en solo, ce qui est même très très rare dans des gros jeux de figurines comme ça. Allez, on va revenir aux 3 premiers de Kickstarter, non, du classement d'ailleurs, pas de Kickstarter, du classement. Avec en 3ème position, et justement, c'est pas Kickstarter, c'est GameFound, c'est Tamashii qui n'aura jamais quitté le trio du classement tout le temps de sa campagne. Donc ce jeu de Cyberpunk, ma foi, est plutôt abordable par le grand public puisque c'est un peu le pari justement du jeu. Et là, il nous plonge dans un univers cyberpunk dans lequel les IA ont pris le pouvoir sur les humains et vous allez faire partie de la résistance humaine face à ces IA. Donc on en a déjà parlé beaucoup. Ça fait 3 fois qu'on en parle. Figurine magnifique. Évidemment, aucune prise de risque sur l'univers, je trouve. Comme tu l'avais dit, c'est le cyberpunk version néon. Puis l'option abordable, je pense que ça va aussi avec cette optique C'est ça, de, c'est ça. ça parle à la majorité, il faut que ce soit abordable, il faut que l'univers ne soit pas complètement perturbant. Ça va, on va dire, dans la logique globale du projet. Après, être réceptif ou pas, c'est tout à chacun de voir. Bon, en tout cas, visiblement, les gens ont été réceptifs. Ouais, 575 000 euros, 6 777 backers. Et ce sont les derniers jours, hein, ils s'arrêtent ce week-end. 2ème position, c'est Ares Expedition, donc les extensions de Ares Expedition, qui est un dérivé de Terraforming Mars. Il a gagné 2 places cette semaine. Valeur sûre, ça a très bien marché en boutique, ça avait très bien marché sur Kickstarter. Là, ils lancent 3 extensions en même temps. Les mecs, ils ont pas peur. Et bah, ils ont eu raison, hein. 544 000 euros, 8 178 contributeurs. Pardon, c'est la dernière semaine. Ouais, mais je trouve que la campagne a cristallisé aussi un petit peu les problèmes qui sont reprochés à Stronghold Games depuis des années. Et, enfin, c'est très austère, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution, ils ont balancé leur campagne, allez-y, achetez, braves gens. Mais bon, voilà, il n'y a pas, voilà, il y a que 3 actus, il n'y a pas de fresh Ah oui, goal, ils s'en foutent, hein. il y a pas de... Oh, Voilà, ouais. ils sont contre-fiches. Une Vraiment, contre-fiche. C'est des voilà, marchands, les mecs. voilà, c'est ça. Et première position de la semaine dans Kick Parade, bah, il n'a pas changé. J'ai fait un suspense, mais c'était nul. Casting Shadows, 1 644 000 euros. Ta-da-da-da. Et alors attends, le nombre de contributeurs, mec. Plus de 16 000 contributeurs. 16 000 contributeurs. Et il reste 10 jours. Mais Ouais. où va-t-il s'arrêter? Donc Casting Shadows, c'est... j'ai envie de dire que c'est du Pokémon-like, mais bon, ça serait un peu... Mais c'est pas une critique, hein, moi j'adore Pokémon. C'est des créatures un peu à la Pokémon où tu peux la transformer pour qu'elle soit plus puissante. Et tu vas jouer sur des espèces de tuiles, mais ça a l'air super bien fait, hein. Mais c'est l'antithèse totale de la page précédente, quoi. Ça, pour le coup, tu sens que ils s'expliquent tout leur choix de game design, tout le choix graphique, la manière dont ils ont travaillé. Je trouve que la fin de la page qui est purement dédiée aux artworks, au travail qui a été fait sur la construction du jeu, c'est pas une obligation, tu vois. Vraiment, ça n'apporte pas grand-chose, mais ça permet effectivement de comprendre comment ils ont décidé de bosser, quel a été le processus, montrer qu'effectivement c'est un aspect rassurant de se dire que voilà, le truc est mûrement réfléchi. Bah voilà, il y a des petites créatures qui viennent de se débloquer. La semaine dernière, ils avaient débloqué une espèce de hibou. Là, c'est une espèce de narval. Voilà, C'est voir beau. quelle sera la prochaine créature. Moi je trouve ça beau, hein, dans son genre. C'est magnifique. Bah, ça, c'est pareil. Enfin, c'est tellement dommage qu'aucun éditeur français se soit placé dessus. Alors c'est vraiment étonnant parce qu'avec un succès pareil... Bah, peut-être qu'ils l'ont pas vu venir, hein, comme nous on l'avait pas vu Oui, venir c'est la vrai. semaine dernière, tu vois. Et je pense qu'il y en a peut-être certains qui se mordent les doigts parce que Metalik, ils ont probablement essayé d'approcher des éditeurs. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Mais bon, ce sera pas pendant le cours
de la campagne, c'est sûr. Bah, dites-nous si vous aimeriez qu'il y ait une campagne française de Casting Shadows, parce que c'est quand même le numéro 1 dans ce Geek Parade depuis 2 semaines, et il a un nombre de contributeurs hallucinant. Donc est-ce que les backers français, ça leur plaît? Est-ce que ça les frustre qu'il n'y ait pas de VF? Dites-nous, parce que nous, on l'a pas trop vu dans les commentaires finalement, ce jeu. Hein. Il y a pas mal de jeux qui ont été cités dans vos commentaires, mais celui-là, il n'a pas trop été évoqué, donc ça se trouve, c'est un truc qui nous échappe un peu. Je sais pas, on sait pas marqué quels sont les pays. T'as pas ces données-là sur Kickstarter de savoir de quel pays viennent les backers majoritairement. Si l'éditeur le dit pas, tu peux pas le savoir, je pense pas. Est-ce que les Français, ça les branche, Casting Shadows? Eh bien voilà, nous avons fait le tour des jeux de la semaine sur les sites participatifs. Enfin, une partie, hein, toujours pareil. Évidemment qu'on en a loupé, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Merci Swan. Bon week-end. Merci. Bon week-end à toutes et à tous, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, n'oubliez pas les petits pouces bleus et les commentaires. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.